Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé ici à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes pour offrir aux journalistes du monde entier de l'aide, des opportunités, des ressources et des expertises pour mieux travailler. Notre forum est disponible en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, avec plus de 13 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos différentes activités, webinaires, formations et ateliers en ligne. Ce jeudi marque notre 87e webinaire consacré au journalisme long format. Nous sommes avec nos invités pour parler de ce type de journalisme qui privilégie la longueur, le style narratif en accordant une place aux détails et au récit. Un style qui n'est pas nouveau, puisqu'on le retrouve le plus souvent sous la plume des écrivains et en plus chez des grands journaux américains comme le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post et Los Angeles Times, pour ne citer que ces médias. En France, Albert Long est une référence de l'écriture long format et récemment, on cite de plus en plus la journaliste Florence Aubenas comme une experte long format qu'elle pratique au journal Le Monde et pour ses propres livres. Ce journalisme long format n'est pas un journalisme à la va-vite ni un journalisme de l'instantanéité. Il n'est pas pressé, il prend tout son temps pour raconter des histoires. Le journalisme, parfois le journaliste peut passer des mois, voire des années pour faire des reportages et pour aller en profondeur du sujet qu'il traite. Êtes-vous un adepte de l'écriture long format? L'un de nos invités, Johan Wist, a fondé en 2009 un média participatif, Street Press, qui fait le pari du long format, un média qui défend un journalisme qui s'assume, un journalisme qui veut sortir du flux d'infos en continu et revenir sur le terrain. Il est avec nous pour vous parler du long cours. Bonjour, Monsieur Wist. Eh bien, enchanté. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre second intervenant est M. Julien Cadeau, directeur de l'exécution des projets et des opérations du groupe Humanoïde, éditeur de plusieurs médias. Bonjour, M. Cadeau. Bonjour, merci de m'avoir invité également. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation. Avant de poser ma première question à M. Wist, je rappelle aux participants que ce webinaire se veut interactif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions à nos chers panélistes. Vous pouvez poser vos questions sous les commentaires, sous la vidéo en direct, si vous nous suivez dans notre groupe privé sur Facebook. Et si vous nous suivez directement via l'application Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Witt, ma première question s'adresse à vous. Qu'est-ce qui a motivé la création de Street Press? Sur Street Press, il y a plusieurs sujets. Je pense que la vraie idée derrière Street Press, c'était comment est-ce qu'on crée un média qui recrée de la confiance entre les journalistes, le média et les gens qui nous lisent. Ça passe par plein de choses. Je pense qu'une une des recettes les plus importantes du boulot qu'on fait, c'est finalement de passer du temps avec les gens dont on parle et pas la logique chaîne d'infos en continu. Il y a quelque chose qui se passe, on arrive, on raconte, on repart, qui est aussi un boulot qui est important, mais qui va plutôt contribuer à créer de la défiance parce que quand on passe peu de temps sur place, ça va être compliqué de mettre de la nuance dans le propos et la conséquence de ça, ça va être que finalement les gens, quand ils vont se voir raconter, se voir représenter, ils vont très bien comprendre que le journaliste n'a pas compris à tout de la complexité de ce qu'il vivait. Ce n'est pas de la faute du journaliste s'il n'a que 2 heures et qu'on donne que 2 heures pour faire un sujet. Et du coup, c'est pour ça que j'étais content de l'invitation parce que au final, Street Press, ça ne va pas être toujours du long format, mais ça va être toujours de passer du temps avec les gens qu'on parle. Et je pense que voilà, plus on passe du temps, plus on a des longues histoires à raconter, même si ce n'est pas une conséquence nécessaire. Et du coup, ça répond vraiment à cette question de, pour moi, passer du temps sur le terrain, etc. Ça sert à quoi si les gens ne nous font pas confiance? Non, il faut vraiment trouver des méthodes et des pratiques, et c'est vraiment des pratiques journalistiques qui font que derrière, en fait, les internautes, les gens qui nous lisent en ligne, nous font confiance quand c'est de eux dont on parle, qui se sentent représentés et pas traités à la va-vite dans la pratique de notre métier.
Il y a une expression qui est revenue au moins 2 ou 3 fois dans votre allocution tout de suite. Passer du temps sur le terrain, c'est passer du temps avec ses lecteurs ou avec des personnes qu'on interviewe. Comment ça se fait en fait? Je pense que, de manière générale, dans la plupart des cas, en fait, quand nous, on a un média d'information qui se concentre sur la France et encore plus en réalité sur la région parisienne. C'est là où sont l'essentiel de nos lecteurs, c'est là où est notre rédaction. Et donc, on s'est longtemps présenté comme un média en fait sur cette région-là. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est de raconter la vie de nos lecteurs au sens large, la société dans laquelle ils évoluent. Et donc, au final, quand on passe du temps sur le terrain avec les gens dont on parle, en fait, une partie d'entre eux, c'est aussi nos lecteurs. Donc, c'est des choses qui rebouclent et qui reviennent. Et, et je pense que souvent, on va avoir envie ou les médias vont avoir envie de traiter de tout et d'aller sur tous les fronts. Nous, notre front, c'est une zone qui est en gros, grosso modo, la région parisienne, donc l'Île-de-France, où sont 60% de nos lecteurs aujourd'hui. Et du coup, notre mission, c'est de raconter la société dans laquelle ils vivent, les questionnements qui peuvent se porter aussi les questionnements de nos lecteurs. C'est pour ça que je pense que le rôle d'un média, c'est pas forcément de tout couvrir, mais c'est de raconter ce qui se passe dans la société qui concerne notre lectorat. Streetpress est fondé et lancé en 2009. Ça fait déjà plus de 10 années que vous êtes sur le terrain. Mais est-ce que passer du temps sur le terrain avec vos lecteurs, est-ce que c'est une démarche qu'ils apprécient au final? Pardon? Est-ce que vous avez le retour de vos lecteurs? Ouais, en réalité, nous, on évolue sur pas mal de terrains où il y a des taux de défiance vis-à-vis des médias qui sont encore plus élevés que dans la moyenne nationale. Dans les quartiers populaires, notamment, on voit que parfois le travail journalistique est plus compliqué pour les médias mainstream. Ce que moi je constate, c'est que sur les terrains où on enquête et où on travaille, le média est identifié par les gens dont on parle. Et comme il est identifié, on arrive avec un plus, c'est-à-dire que le boulot du journaliste qui va être d'abord en fait, de conquérir la confiance des gens pour qu'ils veuillent bien se livrer à nos journalistes. Street Press est identifié comme un média auquel les gens dont on parle font confiance. Alors, faire confiance et obtenir cette confiance, ça ne veut pas dire faire plaisir aux gens dont on parle, ça veut dire raconter avec honnêteté, avec aussi de la distance, etc. Donc, on n'est pas là pour brosser dans le sens du dans le sens du poil les gens dont on parle, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais par contre, le fait que le média soit identifié comme un média crédible, légitime sur un certain nombre de sujets, fait que on gagne du temps pour gagner la confiance quand on est en reportage. Donc oui, ça c'est un vrai point pour nous. Monsieur Cadot, vous venez d'écouter votre collègue Joanne qui a évoqué un point intéressant, la crise de confiance du public à l'égard des journalistes. Est-ce que vous avez le sentiment que le journalisme non format peut permettre de renouer cette confiance avec le public ou avec les lecteurs? C'est intéressant comme approche sur la confiance, parce que je rejoins tout à fait Johan sur le fait qu'être plus proche des gens au quotidien, ça crée des sujets qui sont mieux traités, mieux travaillés, plus en profondeur, et qui peuvent avoir un écho, je dirais, sur la durée. Mais c'est peut-être là aussi où je pourrais aussi amener une modération, c'est que pour moi, le journalisme long format au sens où on l'entend, c'est-à-dire où souvent le contenu est un format long, j'ai tendance à y être revenu, notamment sur le média que j'ai le plus dirigé chez Humanoid, qui est Numérama, et où j'ai tendance à vouloir aujourd'hui séquencer la production, plutôt faire des épisodes, plutôt diviser le contenu en plusieurs parties, parce que j'ai l'impression que le format long a une certaine forme d'inaccessibilité pour un public large, pour un public qui n'apprécie pas forcément, qui n'a peut-être pas forcément non plus le temps aujourd'hui de lire, hein, quand on dit que les médias sont en concurrence entre eux et qui sont aussi en concurrence avec des réseaux comme Netflix, comme des jeux vidéo, comme Fortnite. Enfin bref, on a un temps d'attention qui est limité. Et c'est pour ça que, et je pense que Street Press le ferait bien aussi, hein, c'est que j'ai tendance à dire à mes journalistes, vous avez passé du temps sur le terrain, sur une enquête, sur un sujet, mais en fait, si vous avez une info, en fait, sortez-la. N'attendez pas d'en avoir 5 et de noyer ça dans un format trop long. On reste sur la même temporalité, sur la même exigence en fait d'avoir une temporalité longue sur la production, mais à la fin, ça peut être un papier plutôt court, plutôt moyen, qui peut sortir et qui va, à mon sens,
à être beaucoup plus percutant que voilà, une enquête, comme on dit, dans un style, vous l'avez dit hein, en introduction, qui a été un style qui a été porté par des auteurs, où effectivement l'attention au détail, elle va se faire dans la manière de raconter, comme quand on raconte une histoire, comme quand on écrit un livre. Mais là, du coup, le sujet se transforme et ça devient ce n'est plus du coup la forme qui est longue, mais c'est le temps qu'on y passe. Et c'est un peu ça qui moi, aujourd'hui, a un peu changé dans ma perception depuis 5 ou 6 ans, enfin 7 ans maintenant que je conduis Numérama et plus de 12 ans que je fais du web. C'est un peu ça que j'ai envie d'amener. Et pour répondre à votre question, du coup, je trouve que c'est comme ça qu'on peut créer un lien de confiance tout en n'étant pas attaché à un format. Pour moi, le temps de l'enquête, le temps du reportage est long, mais le format à la fin, finalement, il compte un peu moins dans mes valeurs aujourd'hui. Et puis, J'étais juste... c'est juste pour Non, compléter, je allez-y. pense qu'il y a la méthode et l'approche, et puis après, il y a le format. Et finalement, le journalisme long format, pour moi, c'est un journalisme immersif, ça va être passer du temps, ça va être rapporter plein d'infos. Et pour compléter vraiment ce que tu dis, Julien, ça va être, en fait, s'il y a un sujet qui est en profondeur, peut-être qu'il y a 3 angles. Et donc, s'il y a 3 angles, ça sera un papier coupé en 3 tranches. Euh, Ça peut peut-être valoir le coup. Moi, j'avais préparé quelques exemples là-dessus. Peut-être je vais partager l'écran si ça vous dit. Tac, tac. Bien sûr. Partager. Vous me confirmez que c'est plutôt ça. Typiquement, voilà, qu'est-ce que j'ai. Typiquement, par exemple, on a... Comment je vais faire? Un instant. Je descends ça un tout petit peu pour y avoir accès. Typiquement, on a passé énormément de temps à Lubrizol, où vous savez, il y avait l'incendie d'une usine chimique là-bas. Du coup, ça a été plein de sujets, ça a été des petites touches. On préparait un documentaire, donc on a commencé à mettre des petites touches d'infos qui nous arrivaient. On a récupéré des documents du département, de la région. Pareil, en fait, on les a publiés. On a fait le documentaire. Et donc, au fur et à mesure de l'année, en fait, on a suivi une histoire qui est autour de cette usine chimique, la pollution, les camps de gens du voyage qui étaient impactés par ça. Et ça a été toute une ribambelle de sujets qui sont sortis. C'est vraiment du long format parce qu'il y a du documentaire, il y a de l'enquête, il y a plein de choses. Ça s'est fait sur une période de 10 mois. Et en même temps, c'est 6 sujets. Donc ça, c'est pour donner un petit exemple. Ou autre exemple sur lequel on a beaucoup bossé, pareil, il y a 1 an ou 2, c'était tout le business du rap français. Et du coup, en fait, c'était une enquête en 3 parties, tout simplement, parce que l'idée, c'est pas d'assommer nos lecteurs avec un énorme dossier de 120 ou 130 000 signes, mais on va le découper en parties, tout simplement, parce que voilà, on a... donc là, c'était plus une enquête vraiment pensée dès le début sur les 3 volets, mais vraiment coupée en tranches pour que ça fasse sens. Et dernier exemple, pour montrer qu'on peut vraiment couper en tranches un long format, ça serait, je peux prendre par exemple celui-là, l'enquête qu'on avait sortie sur les maltraitances dans les sous-sols du tribunal de Paris, où on avait plusieurs angles et plusieurs grosses infos. Donc là, on a le papier de tête et après, on a plein d'autres petits sujets qui sortent dans la semaine, qui vont compléter en fait et renforcer les infos qu'on a sorties. Donc là, on avait le jour de la sortie, on avait sorti deux sujets et après, ça continuait. Donc là, on avait le papier de tête et on avait comment la hiérarchie policière avait étouffé l'affaire dans les mois précédents. Donc à chaque fois, en fait, sur du long, parce que là, c'est des mois d'enquête, on va quand même le couper en tranches pour faire en sorte que ça soit aussi plus logique. Et puis finalement, c'est un peu une des bases, du journalisme, hein. Un angle, c'est un sujet. Et donc, s'il y a 2 angles, ça sera 2 sujets. Est-ce qu'il y a des conditions préalables à la pratique du long format, comme par exemple maîtriser les techniques de narration, les techniques du récit littéraire? Hmm. Je dirais que si tu me permets, hein, Johan, je dirais il y a un- il y a une croyance, je pense, quand on sort d'école. Alors, évidemment, je ne sais pas si notre public est étudiant, hein, mais que le long format est dur à faire, et plus dur à faire que le reste. Et on se retrouve du coup avec une volonté de la part de nos étudiants, et souvent nos jeunes journalistes ont une volonté de le pratiquer pour faire leurs preuves.
Alors qu'en réalité, la pratique, et ça vraiment, je parle en vieux boomer qui a fait un peu trop de médias dans ma vie, c'est que faire un long format, finalement, c'est au sens du contenu, hein, enfin de la forme, c'est assez simple et c'est parce qu'il n'y a pas, enfin, comme on s'imagine, il y a assez peu de cadres, assez peu de contraintes et on peut très vite se laisser emporter. Et j'ai envie de dire que faire un mauvais long format, c'est facile. C'est très simple, alors que même condenser sa pensée de manière courte, c'est quand même déjà beaucoup plus dur. C'est une capacité que peu de personnes, notamment de jeunes personnes ont, alors que s'épandre, finalement, c'est assez à la portée de tout le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a effectivement un long format qui demande une technicité, qui demande une rigueur et qui demande une organisation, en fait, hein, qui a besoin de connaître un plan, en fait. Je dirais plus que des techniques d'écriture, pour moi, c'est des techniques d'organisation de projet et de la pensée qui se rapprochent peut-être de la dissertation que font les étudiants en France dans leur cursus. Mais sans parler de ça, voilà, c'est avoir un plan, savoir où on veut mener notre lecteur, savoir où on veut le faire aller d'un point A à un point B à la fin de notre article, et surtout l'intéresser dès les premières lignes. En fait, c'est un peu encore une fois, je parlais d'attention, mais il faut se rendre compte que la personne à qui on parle n'a pas un temps infini. Et il faut lui donner de l'info, il faut lui donner une envie de lire dès le début. Et ça, c'est une technique, effectivement, qui est à la croisée du journalisme et de l'écriture. Et elle s'acquiert après, à mon avis, quand même une bonne pratique, hein. C'est pas quelque chose d'inné. En revanche, écrire long, ouais, c'est simple. C'est simple d'écrire long, d'en faire des caisses, de tartiner du vide. C'est très simple. Et c'est un vrai risque qui, à mon sens, auquel les plus jeunes journalistes, hein, ceux qui nous rejoignent, sont le plus rapidement confrontés, où, en tant que rédacteur en chef, tu l'as été, Johan, je l'ai été, on a tendance à trancher, à couper des morceaux, à dire reformule ta pensée, sois plus direct, sois plus incisif. Parce que parfois, c'est de la longueur qui ne sert à rien, qui ne sert pas le propos, qui ne sert pas le message qu'on tente de faire passer. Et du coup, je dirais que oui, il y a un bagage, il y a plus qu'un bagage dans l'écriture, il y a un bagage dans la méthode qui est importante pour arriver à faire un bon format long. Et je pense aussi que pour y arriver, elle passe par une formation à l'écriture plus courte, au résumé, à la capacité à synthétiser des problèmes, à la capacité aussi à marketer ces informations. Parce que quand vous avez une brève à écrire, le marketing, il est facile, c'est le titre, c'est le sujet de la brève. Le sujet de la brève, il ne va pas aller plus loin. Sur un format long, comment vous marketez, comment vous donnez envie de lire une information qui va se trouver au milieu de votre article, qui va faire 10 000, 20 000, 100 000 signes. Il faut savoir l'amener. Et ça, à mon sens, c'est un vrai challenge. Donc, pour vous répondre très clairement, pour moi, oui, il y a énormément d'outils, mais parfois, ce n'est pas ceux que les journalistes cherchent au début. C'est plutôt des outils d'organisation et voilà, de mise en place du format que des outils d'écriture pure. Je pense qu'il y a, il y a une question qui est en filigrane de ça, c'est pourquoi on fait un format long, à quel moment est-ce qu'il se justifie? À quel moment est-ce que le journaliste qui vient voir Julien, qui vient me voir et qui dit, bah voilà, je vais écrire 80 000 signes sur ça, est-ce que c'est juste parce qu'il y a une longue histoire, une histoire qui met du temps à raconter? Non, moi je pense que ça se justifie quand on doit rentrer dans une dose de complexité, de nuance. 4 5 000 signes pour balancer une info, sortir. En fait, c'est logique. Mais à partir de quel moment on va dépasser les 30, 40, 50 000 signes? À quel moment on va dire aux journalistes, bah, là, tu as 2 mois, 3 mois d'enquête? Si c'est sur de l'enquête, ça se justifie parce qu'il y a beaucoup de travail, etc. Mais je pense que enfin, pour moi, un des arguments pour aller pousser un sujet à Street Press en format long, ça va être d'explorer un truc qui a peut-être été déjà ailleurs, mais nous, on va apporter de la nuance, de la complexité, sortir du manichéisme qui serait le produit de 5 ou 10 000 signes. Je vous ai préparé un petit exemple si vous voulez. C'est un long format que moi j'avais écrit il y a longtemps, je pense qu'il y a 5-6 ans, sur un sujet très français qui a des résonances à l'international aussi, qui était un groupuscule juif d'extrême droite, qui était très connu aux États-Unis et en Israël dans les années 80 et qui avait ressurgi en France dans les années fin des années 90 et années 2000.
Ça s'appelle la Ligue de défense juive. Et d'un côté, c'était présenté dans les médias et sur Internet comme une milice d'extrême droite terroriste. Et de l'autre côté, ça pouvait être présenté comme un groupe de défense contre l'antisémitisme. Et donc, la question, c'était qu'est-ce que c'est? Et là, on voit qu'on a deux points de départ qui sont très différents. Et la nuance et la complexité, qui est pas la nuance qui n'est pas à mi-chemin entre ces deux thèses-là, et la complexité, et pour moi, ça justifie un long format. Je vous propose juste qu'on regarde l'accroche, la titraille. Je vous épargne les 80 000 signes derrière, mais je me dis que c'est peut-être un bon exemple pour justifier un long format. Alors, ça se passe par ici. En même temps, vous voyez, je live tweet les propos de Julien. Où est-ce que c'est? Tu es bien plus multitâche que moi. Alors, c'était par ici. Voilà, c'était là. En gros, l'angle, c'est vieux ce papier, mais je l'aime bien pour ça. L'angle, c'était est-ce que c'est une milice terroriste ou est-ce que c'est un peu du bidon, voire une association de lutte contre l'antisémitisme. Du coup, si on regarde le propos, du coup, c'était de dire, au terme de cet article en 3 parties, de cette enquête en 3 parties, qui m'avait pris des plombes à écrire, c'était on va vous raconter en vrai, en fait, cette organisation. Et le chapeau, c'était aux États-Unis, la Ligue de défense juive rackettait Tupac. Il y avait aussi des attentats, des bombes qui ont explosé, des morts aux États-Unis. En France, elle entarde des petites vieilles et en gros, il y a des blessés dans des manifestations. Street Press a passé 6 mois en compagnie du coup de la Ligue de défense juive, qui étaient les ennemis de Dieudonné à l'époque, une personne antisémite connue en France. Et du coup, voilà. Et du coup, l'idée, c'était de dire, on va au terme de ce papier-là, en fait, apporter de la nuance et de la complexité, dresser des personnages et montrer que c'est compliqué. Et pour rejoindre ce que disait Julien, il faut tout de suite attaquer avec du reportage, des scènes, des choses. Et là, on remonte encore quelques années en avant, où il y a un truc qui ressemble à un attentat organisé par cette organisation contre un activiste antisioniste. Je fais très vite, mais qu'est-ce qui explose? C'est une bouteille en plastique remplie d'acide et d'aluminium. C'est un petit peu comme dans Fight Club, c'est le mélange de Fight Club. Donc en fait, on démarre avec un truc qui est assez fou, un attentat, mais la bombe explose pas et c'est le napalm artisanal dont on parle dans Fight Club avec une recette trouvée sur YouTube. Donc, on voit dès le début, on pose le décor, on montre que c'est compliqué, qu'il y a un attentat, que ça aurait pu blesser quelqu'un, le tuer, et en même temps, c'est une recette issue d'un film. Et donc, l'idée après, ça va être de dérouler, d'expliquer, de poser des personnages. Il vous faut des personnages dans un sujet comme ça. Il vous faut clairement des questionnements. Là, c'était vraiment un long format de 80 000 signes coupé en 3, mais c'était vraiment une seule histoire. Et il faut vraiment que ça progresse, que ça avance et qu'on ait envie de vous suivre tout du long, quoi. Sinon, ce n'est pas possible. Le long format, ça justifie parfois d'apparaître, mais ce n'est pas une nécessité à mon avis. Mais là, j'apparaissais par exemple par toute petite touche parce que forcément, on parle d'un petit groupe et parfois on est pris à partie aussi. Mais voilà, l'idée, je pense, c'est qu'il se justifie vraiment quand vous voulez apporter de la nuance et de la complexité sur un sujet qui est déjà traité par d'autres aussi. Je pense que c'est une des vraies raisons d'y aller. 100% d'accord. J'ai un exemple qui serait, si on parle de construction, je pense qu'il y a aussi un côté intéressant entre le fait de pouvoir faire travailler une personne en rédaction sur un sujet long et en parler à un journaliste freelance, pigiste, qui pour le coup, finalement, vit de cette capacité à se dégager du temps pour faire ce choix-là. En rédaction, en tout cas chez Numérama, on essaie d'alterner entre le froid, le moyen, le court et le long. Et souvent, quand un sujet est apporté par quelqu'un de la rédaction, c'est clair qu'on lui laisse le temps de le traiter. Je pense, si je peux me permettre de donner un exemple aussi, on a sorti il y a très peu de temps un reportage sur la livraison rapide. Alors, c'est des startups qu'on connaît qui s'appellent Fling, Gorillas, qui ont émergé à Paris à la fin du confinement, qui sont assez nombreuses aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que la même chose, de la même manière que Johan, quand la personne qui l'a écrite, c'est une de nos journalistes qui s'appelle Aurore Gate. Je peux peut-être vous partager également un écran avec
avec cette conversation. Alors, le partage, cet article, où est-ce qu'il est sur Zoom? Je ne le vois pas. Partager l'écran, ok, parfait. Ouais, j'ai trouvé. Hop, il est là. Partager, super. Vous le voyez, c'est bon? Ouais, super. Du coup, cet article, quand la journaliste nous l'a pitché, au tout début, on se disait que ça émergeait et qu'il fallait en parler. Et en fait, comment c'est devenu un sujet long? C'est devenu un sujet long le jour où on a dit, mais en fait, on va twister le truc, on va carrément être livreur. C'est-à-dire, on va rentrer, on va faire un embed, hein, comme on le dit, le terme approprié, on va se faire recruter. Et on va voir comment ça se passe de l'intérieur. Parce que finalement, pas grand monde n'y était allé à l'intérieur de ce genre d'entreprise. On en parlait beaucoup sur un aspect syndical, sur un aspect social, sur un aspect parfois même assez positif, hein, de manière de refaire la géographie des lieux qui est aujourd'hui occupée par des immenses bâtiments que sont les supermarchés et qui sont un modèle des années 60. Il y avait vraiment une réflexion, on s'est dit, on va y aller, on va se faire recruter. Et du coup, à ce moment-là, au moment où on dit on va se faire recruter, c'est sûr que le sujet il va être long. Parce que on a une journaliste qui travaille à temps plein chez nous, il faut qu'elle passe des entretiens, il faut qu'elle se mette à travailler, il faut qu'elle prenne sur son week-end aussi, hein, parce que elle n'a pas forcément des shifts en semaine. Donc évidemment, voilà, il y a tout ça, il y a des heures à rattraper, il y a des choses à mettre en place. Il fallait évidemment qu'elle soit suivie de notre côté par notre vidéaste. Donc finalement, ça immobilise 2 personnes au lieu d'une. Donc finalement, mis bout à bout, si je mets les 2 journalistes, la rédaction en chef, c'était Marie Turcan qui s'en occupait de chapeauter ça, moi, mon avis, mon œil, ce que j'ai relu, ce que j'ai réencadré, ce que j'ai remis, on peut dire que c'est quelque chose qui prend un bon mois, si ce n'est un bon mois et demi, à sortir, mis bout à bout. Et en fait, à la fin, je peux vous le dire parce que voilà, on est dans un séminaire et il faut qu'on ait des enseignements. À la fin, on n'était pas content de notre résultat. Avant de le publier, on avait une enquête, un reportage qui était beaucoup trop long, qui était vraiment indigeste, avec des très bonnes infos au milieu. Typiquement, on avait cette info, donc du coup, je vous donne déjà la résolution en avance, hein, de cet cloisonnement des infos, que les vélos étaient des vélos illégaux. Typiquement, en France, on a des limitations de vitesse sur les vélos électriques. Avoir une entreprise qui est qui a pignon sur rue et qui fournit du matériel illégal à ses employés, ça, pour moi, c'est une information, beaucoup plus que le reste. Et pour le savoir, il a fallu que notre journaliste Aurore monte sur ses vélos et s'aperçoit, c'est difficile de distinguer dans la rue un vélo qui va vite et un vélo qui va un peu moins vite. Et pourtant, il y en a un qui est illégal et l'autre non. Donc, en fait, ce long format, on l'a découpé, on s'est dit, il faut qu'on refasse le plan du long format. Et en gros, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une masse d'informations. Vraiment vraiment une grosse masse d'informations. Et on l'a séquencé. Donc, on en a sorti finalement 3 papiers qui sont chacun plus ou moins longs, hein. C'est pas des petits papiers qui, à chaque fois, en plus, nous permettent de remettre notre vidéo témoignage en avant. Mais à chaque fois, ils ont un angle. Celui-là, il est sur les charges sur les employés qui sont à vélo et sur le fait que les vélos ne sont pas tous des vélos légaux. Le deuxième, c'est le premier qui est sorti dans l'ordre, c'est plus un témoignage. Donc, on commence exactement comme de la même manière que Johan, donc comme quoi il y a des codes. On essaie d'attirer les gens avec un moment une situation. Donc, passage à la première personne, 23h52, le chiffre commence, le chiffre se termine dans 8 minutes, dernière livraison, ça va dépasser. Enfin bref, on essaie de faire venir les gens à nous. On leur dit, voilà, on a vécu une expérience, il faut qu'on la raconte parce que c'est celle que vivent des milliers de personnes autour de vous. Vous les voyez peut-être parce que vous commandez chez ces gens-là. Donc, on va la raconter et on va la raconter comme si on était eux parce qu'on a été eux pendant effectivement 48 heures. Et on a fait ça. Et puis la dernière, on est allé voir les livreurs, on est allé voir aussi les clients et on en a fait un article témoignage. Parce qu'on a eu beaucoup de masse en fait de témoignages. On a eu des collègues, finalement des collègues de Flink, des gens qu'on rencontre en formation et qui nous partagent leurs trucs, qui nous disent d'ailleurs que c'est mieux qu'ailleurs, de manière générale, de bosser pour ces marques-là. C'est beaucoup mieux que d'être chez un Uber Eats. Et des clients qui nous racontent un petit peu pourquoi ils ont passé ce genre de commande. Donc finalement, avec cette masse d'informations qu'on voulait condenser dans un papier,
eh ben, on a eu trois angles. On a eu d'abord un angle où on a pointé des choses vraiment illégales, qui pour moi est un angle d'information, et je pense que ça a eu un impact parce que les entreprises ont changé leur vélo. Un angle reportage, embed, j'ai été là, je raconte ce que j'ai fait, et un angle témoignage. Ces trois formats journalistiques qui auraient pu sortir sous le format d'un e-book ou d'un petit magazine, hein, parce que si je les mets bout à bout, c'est énorme, mais qu'on a préféré couper pour amener de la lisibilité et de la clarté à nos lectrices, à nos lecteurs. Parce que avoir tous ces formats dans le même papier, déjà on aurait du mal à anglais et on aurait eu du mal à être satisfait à la fin de notre enquête parce qu'elle aurait été molle. Là, on a trois articles qui sont forts. Au lieu d'un article qui aurait été, on a vécu la vie d'un livreur pendant 48 heures. C'était un gros sujet passionnant qui en vidéo se suivait super bien. Comme vu avec Cossi, j'ai un engagement à 15h30, du coup je dois vous laisser. Bonne continuation de séminaire et à bientôt. Merci. Merci à vous, Johan, d'y avoir participé. Tous nos remerciements et notre gratitude. À plus. Nous voilà avec Monsieur Julien. J'étais sur le point de revenir sur une déclaration que vous avez faite. Vous avez dit que le journalisme non format, c'est dur, que ce n'est pas inné, que ça s'apprend et qu'il y a des méthodes. En fait, je veux savoir, pourquoi dites-vous que c'est dur? À quel niveau c'est dur? Puisqu'on est déjà journaliste et qu'on pratique déjà le métier, qu'on écrit forcément des articles. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? En fait, j'ai presque envie de dire que c'est dur par rapport à comment c'est perçu. En fait, je dirais que le fait que ce soit assez starifié hein, dans le monde du journalisme, qu'on ait une envie de faire ses preuves en se disant qu'on a atteint finalement la manière, enfin le format suprême, qui est le format long. Et c'est peut-être aussi un problème des médias, enfin des grands médias qui ont tendance à mettre les nouveaux journalistes sur du desk, sur de la reprise de dépêche AFP, sur des formats qui sont très courts et qui sont finalement qui sollicitent peu leurs compétences. Peut-être que ça place le long format du coup sur un piédestal et où on s'attend à ce que ce soit en fait la fin de tout. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'y met parfois peut-être un peu trop vite dans sa carrière quand on en a l'opportunité, en se disant ah bah super, tel média m'a pris une pige, je vais pouvoir montrer toutes mes capacités en écrivant long. Et comme j'ai tenté de le dire, je trouve que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple pour toutes les raisons qu'on a déjà citées avec Johan, mais c'est encore moins simple parce que il faut avoir une sorte d'humilité à se dire que c'est pas bien grave si on ne sait pas encore écrire long et qu'il y a des tas de choses qui sont extrêmement bien dans le journalisme qu'on peut maîtriser avant. Pour moi, c'est extrêmement difficile également d'écrire court, mais ça, j'ai l'impression que la plupart des journalistes avec qui j'ai travaillé dans ma vie, surtout les jeunes, ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'ils voient très bien qu'un format long puisse être difficile à écrire, mais un format court, non, c'est facile. On le fait à l'école, on sait écrire une brève, c'est quelques mots. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, chaque production intellectuelle qui fait partie du journalisme est finalement assez dure et chacune a des codes, chacune a des exigences. Et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on arrive à refaire apprécier des formats plus courts pour que ça amène les bonnes méthodes pour arriver vers le long. C'est surtout ça le message que je voudrais passer quand je dis que le long est dur. Faire un mauvais long, c'est très simple. C'est très, très simple. Est-ce qu'il y a des sujets qui s'adaptent facilement au long format? Oui, ça c'est indubitablement, si vous partez en reportage, que ce soit une journée à un mois, il faut que vous sachiez écrire ce que vous vivez et raconter ce que vous vivez. Que ce soit, là on parle d'écrit, mais même ça peut être, Johan n'est plus là, mais sur la vidéo, Street Press est très fort aussi, et c'est de faire de très beaux documentaires, que ce soit écrit ou en vidéo. Euh, pour moi, le reportage est un format qui se marie très bien avec des formes longues d'écriture parce qu'il y a forcément beaucoup à dire. Vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir leur parler, vous allez expérimenter des choses sur place. C'est souvent aussi ça, hein, je trouve, qui fait un bon format, c'est qu'un journaliste a fait quelque chose.
qui n'a pas été seulement spectateur. Et je trouve que c'est extrêmement bien assimilé dans la presse américaine dont vous parliez Ouais. en introduction. Je trouve que ce qui fait la différence entre un reportage où il y a eu une expérience et celui où il y a eu simplement le constat de quelque chose, eh bien, c'est que celui où il y a eu l'expérience, on a une proximité avec le sujet qui est créé et on a une manière de le retranscrire à nos lecteurs qui est quand même bien plus forte. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une partie qui est adaptée au long format de littérature, de journalisme littéraire, on va dire. Et enfin, l'autre partie, je dirais que euh, l'enquête, si elle est bien séquencée, peut finir sur du format long. Mais comme vous voyez, par exemple, un de nos fleurons de l'enquête en France, qui est Mediapart, euh, Mediapart n'écrit pas si long que ça, en fait, quand on s'en rend compte. Mais quand ils ont une enquête, qu'ils ont un sujet, ils vont réussir à le séquencer parce qu'ils savent se dire que ils ont suffisamment d'informations à un instant T pour sortir un papier. C'est aussi un risque, à mon sens, c'est pour ça que j'ai cité le reportage au début, c'est aussi un risque, à mon sens, dans le journalisme d'enquête, euh, de vouloir être au moment, enfin, de toujours vouloir plus d'informations, plus de confirmations, d'intervenants, plus de manières de recouper son info. À un moment, il faut trancher. Il faut se dire, j'ai suffisamment de matière, je suis suffisamment sûr de moi pour sortir cette information qui fera une enquête. Et ça, pour moi, c'est le rôle aussi du rédacteur ou de la rédactrice en chef, hein, de faire ça. Mais c'est pour ça que quand on laisse un journaliste et une journaliste, peut-être des journalistes plus juniors sur ces sujets-là et qu'on les laisse seuls, ils ont tendance à vouloir toujours tirer un fil, un autre, un autre, un autre. Et c'est pour ça que l'enquête, quand on la pense en format long, elle devient difficile à faire. Contrairement au reportage, qui, à mon sens, a été déjà séquencé dans le temps. Vous partez pour une journée faire un reportage à X endroit, vous partez pour un mois faire un reportage dans tel pays. Vous allez prendre ce que vous avez. Vous avez déjà une date de fin, j'ai envie de dire. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux formats qui sont je dirais les plus évidents. Après, j'ai lu des interviews en grand format qui étaient incroyables. J'ai lu des analyses économiques incroyables en long format qui n'ont rien des deux formats précédents. Mais je pense que c'est réservé à des personnes qui maîtrisent le sujet et qui peuvent passionner sur le long cours. Si là, vous me dites, j'ai 30 minutes devant moi, voire une heure, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que moi, je peux donner à lire à une personne qui a 30 minutes ou une heure? Je dirais que le plus simple à trouver, c'est un reportage. Vous avez des journalistes qui écrivent des articles qui vont jusqu'à 10 000 mots et parfois plus. Et comment on arrive à embarquer le lecteur dans un si long papier? Est-ce que le long format, finalement, fait intervenir à côté du texte des images et des vidéos forcément? Hmm. Embarquer le lecteur, c'est tout le challenge. J'ai envie de. Alors, je ne pense pas qu'il y aurait une différence dans nous-mêmes, notre exigence, dans les exigences qu'on doit se donner à nous-mêmes en tant que journaliste, entre un long format et un format très court, dans cette notion d'embarquer le lecteur avec nous. Parce que c'est prépondérant dans les deux formats. On en parlait il y a cette semaine dans la rédaction de Numérama. On a des vidéos sur les réseaux sociaux. Les vidéos sur les réseaux sociaux sont au contraire très courtes. Et elles sont très courtes, et du coup, on a des réflexions à se demander, enfin, on se demande quasiment tous les jours comment on arrive à transmettre notre information dans les 3 premières secondes. Les 3 premières secondes d'une vidéo, c'est là où on va capter l'attention d'une personne et lui faire comprendre que ce qu'on va dire est important. Si on est mauvais, on est banni, ça ne fonctionne plus. Les 3 premières secondes nous détruisent en fait. C'est-à-dire que notre vidéo n'aura servi à rien si en 3 secondes on n'a pas eu le lecteur. Et ben, cette attention portée au détail du début d'une vidéo, je peux la réaffirmer pour tout type de papier et spécifiquement des longs formats. Si je n'attrape pas mon lecteur avec un bon titre, un bon chapeau, une bonne introduction, il ira jamais jusqu'au bout. Et ça, c'est le cœur de notre métier, en fait. C'est-à-dire que
pour moi, je l'ai répété assez souvent, un bon papier qui n'est pas lu, c'est pas un bon papier. C'est un papier que vous aurez écrit pour vous et pas pour vos lecteurs. Donc, écrire, c'est très bien, mais écrire pour être lu, c'est notre mission, c'est notre métier, c'est comme ça qu'on travaille. Et du coup, j'ai tendance à dire que cette attention qu'on a aux détails sur des choses très courtes, voilà, comme je vous l'ai dit, 0 à 3 secondes, c'est très peu d'images dans une vidéo, donc il faut bien se figurer ce que c'est. Et ben, dans un article long, c'est le contrat de lecture que vous passez au début. C'est annoncer que votre style va être percutant, que vous n'allez pas ennuyer votre lecteur, que vous n'allez pas euh, voilà, lui faire perdre du temps parce que finalement, vous n'apportez pas d'informations, vous n'apportez pas d'un sujet différent dans votre reportage. Ou alors, à la fin, il va se dire qu'il avait déjà lu ça avant. Donc, soyez exigeant envers vous-même. Et je pense que c'est ça le propre du format long, c'est que vu qu'on demande plus d'attention et plus de temps, il faut encore être plus exigeant. Parce il faut se dire que la personne que vous allez convaincre de vous lire, elle va passer du temps. Donc il faut qu'à la fin, elle ait envie de partager votre article, qu'elle ait envie de le faire lire à ses amis, qu'elle ait envie de le partager à sa famille. Et ça, pour moi, c'est comme ça qu'on réussit à mesurer finalement l'impact d'un format long. C'est de se dire, est-ce que il a été partagé? Est-ce qu'il a été repris? Est-ce que des confrères, des consoeurs, des journalistes en ont parlé? Est-ce qu'il a été lu à la radio? Voilà, c'est un peu ça va pas être une course à l'audience comme on peut l'avoir sur certains formats de type brève ou des formats un peu plus courts. Ça va vraiment être une recherche de l'attention et de la reprise qui va avoir lieu. Si vous avez ça, vous avez gagné. Monsieur Julien, vous êtes rédacteur, vous avez dit rédacteur en chef, comme vous l'avez dit. Comment arriver à convaincre son rédacteur en chef qu'on va pratiquer le long format, qu'on va passer du temps, voire peut-être des mois ou des années sur un sujet? Comment Hmm. arriver à convaincre son rédacteur en chef? Je travaille beaucoup avec Marie Turcan, qui est la rédactrice en chef aujourd'hui de Numérama, sur ces sujets. Et en fait, tout revient à des interrogations qu'on apprend normalement en école de journalisme, mais qui parfois s'en vont, mais vraiment convaincre qu'un sujet, une personne dans une rédaction en chef, qu'un sujet a besoin de temps, il faut réussir à lui expliquer rapidement pourquoi c'est nouveau, pourquoi c'est intéressant. Moi, c'est vraiment les deux phrases qui vont attirer mon attention, en fait. Pourquoi ce que vous proposez est nouveau et pourquoi je devrais m'y intéresser? Et ensuite, une fois que vous m'avez dit ça, une fois que vous avez réussi à m'attraper dans votre sujet, que vous avez tiré une ficelle, que vous avez piqué ma curiosité, en fait, le temps n'est plus un problème. Si ça devient une obsession pour vous de travailler ce sujet et qu'il rentre effectivement dans ces deux cases, il n'y a pas vraiment de négociation à avoir. Mais vraiment, pensez-y à ça enfin, je parle vraiment de manière générale, mais il faut y penser. C'est-à-dire que on est dans une économie aujourd'hui des médias où des sujets, enfin les supports sont nombreux. Vous avez la vieille télé, vous avez la vidéo, vous avez le live, vous avez le direct. L'attention est limitée. Les personnes qui nous lisent sont des êtres humains hein, et comme vous, le soir, ils ont des loisirs, ils ont une vie de famille, voilà. Et du coup, vos rédacteurs en chef sont aussi des êtres humains. Et c'est eux vos premiers lecteurs. Donc, si vous n'arrivez pas à les convaincre, eux, déjà que votre sujet est intéressant et qu'il mérite d'être traité, ils auront raison de vous dire, c'est pas avec ça que vous convaincrez 1 million de personnes de vous lire. Donc, je pense qu'il y a vraiment une, une nécessité à se challenger soi-même, à se dire, ouais, mais est-ce que le sujet que je vais proposer là est vraiment quelque chose qui n'a pas vraiment été lu ou qui a jamais été traité sous cet angle, ou est-ce que je fais une redite parce que le sujet m'intéresse moi personnellement? Euh, Si c'est dans le deuxième cas, n'abandonnez pas, mais retravaillez votre sujet. Trouvez l'angle qui va vous différencier. Parfois, ça peut être changer un angle, ça peut simplement être changer de prisme. Vous voyez, Johan parlait tout à l'heure de ces affaires dans des commissariats de région parisienne. Mais si vous avez des affaires policières importantes dans la région où vous êtes, vous changez simplement de région.
Vous n'allez pas changer de région, c'est parfois trouver un autre angle et c'est parfois me convaincre que dans tel département dont personne ne parle à la télévision ou dans les journaux grand public, parce que les journaux grand public s'intéressent très peu aux régions, en France notamment, il y a un sujet d'importance nationale qui est en train d'avoir lieu. Qu'importe finalement que l'angle ce soit la police. On en parle tout le temps de la police dans les médias. Moi, le vrai sujet, c'est je veux savoir quel est votre angle à vous. C'est la police dans cet endroit-là de France dont personne ne parle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Là, je suis prêt à être convaincu par ce que vous allez m'apporter, par exemple. Nous, Monsieur Julien, nous tendons vers la fin de cette session. Il y a une ou deux dernières questions que je vais vous poser. La première, c'est de savoir, en fait, quels sont les conseils que vous donneriez à des journalistes qui nous suivent, qui n'ont jamais pratiqué le long format et qui voudraient se jeter dans cette aventure. Quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire lorsqu'on se lance dans le long format? Hmm. Pour se lancer dans un long format, je pense que un bon départ déjà, c'est de faire confiance à des rédacteurs, rédactrices en chef qui ont eu cette expérience-là. Proposer à des médias qui ont une certaine assise sur le sujet, parfois des médias qui peuvent être des médias magazines, par exemple, qui font très bien les longs formats. Parce que l'expérience, mine de rien, a une valeur, hein, et on sait détecter les sujets qui vont marcher. Et je pense qu'un bon ou une bonne rédacteur en chef, une bonne rédactrice en chef, même si elle ne connaît pas votre sujet, même si elle a comment dire, elle n'a rien en commun avec ce que vous allez lui parler en termes d'expérience, eh ben, elle a quand même cette curiosité journalistique qui est de savoir si ça peut marcher. Donc, je dirais, écoutez les personnes qui peuvent vous conseiller, appliquez leurs conseils et surtout, ne vous frustrez pas et ne vous braquez pas. Parce que c'est un métier difficile, il y a très peu de place hein, dans le journalisme, on ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas une carrière où les postes sont très nombreux. Et pour vous démarquer, il va falloir vous surpasser. Et du coup, je pense que tous ces conseils, toutes ces critiques, parfois, oui, enfin, des rédacteurs en chef, au tout début de ma carrière, m'ont demandé de réécrire des articles en entier. C'est frustrant, c'est pénible, surtout quand on est en freelance, quand on est pigiste, de devoir refaire le travail. Mais au fond, je sais que j'en ai appris. J'ai appris des choses avec ça. Sur le moment, il n'y a que de la frustration et parfois de la colère, hein, mais à la fin, on sait que on comprend c'était important que ce soit fait. Donc ça, c'est le conseil pour rentrer. Maintenant, les conseils pratiques, c'est que je pense que vous devriez vous tenir à un angle. Même s'il est sur du long format, vous devriez avoir en tête un angle très précis, un angle qui vous différencie, un angle qui n'a pas été lu. Si votre sujet est vague, comme je l'ai dit, bah là, nous, on a fait, par exemple, je vous ai présenté un sujet sur la livraison, Johan en a parlé a parlé de plusieurs sujets. Si le thème peut toujours être très vague, ça peut être le rap, la police, la livraison en ligne, mais l'angle, c'est ce à quoi vous devez tenir le plus, en fait. Parce que c'est à la fois votre carte de visite et c'est à la fois ce qui va vous permettre de vous démarquer quand les rédactions en chef vont avoir bah oui, des dizaines de propositions de pige. Voilà, des sujets sur le numérique. On est un spécialiste sur Numérama, on en reçoit, enfin, on nous en propose beaucoup. Je dirais qu'on en accepte peut-être 10% des piges qu'on nous propose, notamment sur du format long. Parce que beaucoup de déjà-vus, beaucoup de redites, beaucoup de choses qui sont finalement peu intéressantes pour nous. Je ne dis pas qu'elles ne le seraient pas pour d'autres médias, mais en tout cas pour nous. Mais voilà, donc concentrez-vous sur votre angle. C'est le plus important. Et essayez d'en faire une pieuvre conceptuelle. Vous prenez votre angle et vous lui rattachez dans des sortes de... Vous dessinez, hein, c'est bien d'avoir un truc visuel, hein, vous mettez votre angle dans un cercle au milieu et vous dessinez des branches qui partent de lui et vous faites en gros tout ce que votre angle va recouper de social, de technologique, de politique, d'économique. Voilà, vous essayez d'avoir toutes les facettes pour aborder votre angle sur un dessin qui est en face de vous. Et une fois que vous avez ça, finalement, votre plan, il va émerger. Et vous ne vous perdrez pas. Et c'est ça
la vraie crainte qu'on a quand on lance un journaliste sur un sujet long, c'est finalement qu'il se perde. Donc, si vous avez ce plan conceptuel de tout ce que recoupe votre ongle devant vous, finalement, vous arriverez à avoir un papier qui est concis, même s'il est long. Une question qui a été posée par un participant, la question, Johan y a répondu un peu partiellement, vous l'avez certainement lu dans la boîte de chat. La question de savoir si le long format, c'est juste une sorte de dossier qui peut comporter plusieurs angles publiables en autant de jets que d'ongles. Est-ce qu'on est obligé de revenir à cette règle basée du journalisme, un angle, un article? Je pense qu'il y a eu un... En fait, j'ai envie de répondre oui à ce moment, enfin oui dans un sens, mais avec le petit bémol que, alors moi je parle du web, hein, c'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie, mais sur le journalisme web en tout cas, les formats ont tendance à se réinventer quasiment annuellement. Et si aujourd'hui je tiens cette position de fractionner un long format pour en faire plusieurs formats avec des angles, ce ne sera peut-être pas ma position dans un an, tout comme il y a quelques années, on a eu le web documentaire qui était le format idéal qu'il fallait faire, puis on a eu des formats très longs parce que le format était le plus adapté, puis on a eu des formats vitrines avec beaucoup de motion design, avec beaucoup de développement à faire qui étaient très lourds, qui ont un peu disparu. Et puis je trouve qu'on arrive aujourd'hui, là, 2022, j'ai l'impression qu'on est dans un... les formats longs que je lis et qui me plaisent le plus, finalement, sont ceux qui se rapprochent le plus des livres, c'est-à-dire qu'ils ont un côté très épuré dans leur manière d'être présentés, où il y a finalement très peu d'images et beaucoup de texte, et où je peux focaliser mon attention sur ce que je lis et pas sur d'autres choses. Il n'y a plus de gadgets, plus de toutes ces choses qu'on mettait en place dans les années 2010 pour voilà, montrer qu'on pouvait faire du web multimédia. J'ai l'impression qu'on s'est un peu rendu compte que c'était des gadgets et pas forcément des outils de lecture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette position où je me dis que l'angle est le plus important dans un contexte médiatique où il y a énormément de médias qui sont en concurrence et où il ne faut pas voir ça comme un problème de séquencer un article long en 3 articles. Maintenant, voilà, je répète ce que j'ai dit, je pense que dans un an, j'aurais peut-être changé d'avis parce que un nouveau type de format aura émergé et que le journalisme est en perpétuelle réinvention sur le web et que on aura trouvé la clé pour amener des formats plus longs qui sont journalistiques. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas un secret, les boîtes de production, que ce soit Netflix, que ce soit Hollywood, se nourrissent de formats longs aujourd'hui journalistiques pour créer des Ouais. séries, pour créer des films. On en a quelques-unes qui sont sorties sur Netflix récemment, mais c'est pas récent hein, comme mouvement. Et en fait, parfois, je me demande si le format long idéal, il n'est pas sous cette forme-là, quoi, sur un format séquencé, un petit peu très rythmé, très adapté à un lectorat qui cherche à avoir une information sous dans un écrin qui est différent, là, en l'occurrence celui de la série. Voilà, c'est ce que peuvent devenir aussi les formats longs à terme. C'est ma dernière question, Monsieur Cadot. Merci. Comment, non, la dernière question, c'est en quelques mots, comment définirez-vous finalement le long format? Vous avez parlé tout de suite du long format idéal. C'est vrai que ça a commencé il y a très, très, très longtemps. Mais en 2022, comment définirez-vous le long format? C'est ma dernière question pour vous. En 2022, je dirais que le format long idéal, c'est un format qui fait le tour de son sujet, qui passionne du début à la fin et qui répond à une question claire posée par le journaliste et qui n'est pas une question auto-centrée, hein, qui n'est pas une sorte de trip égocentrique du journaliste, mais qui est une question qui lui a été posée par un phénomène de société ou quelque chose qu'il a remarqué autour de lui. Si ces 3 éléments-là sont réduits, je pense qu'on a un bon format long. Tout le reste, je pense que c'est du gadget ou du superflu. Merci sincèrement, Monsieur Cadot, pour ce temps passé avec nous, passé avec les journalistes francophones de notre forum, pour leur parler du journalisme long format qui est en plein essor. Merci aussi pour votre disponibilité, pour toutes ces ressources que vous avez partagées avec les confrères et les consoeurs du monde francophone. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir reçu au cours de ce webinaire
et nous pensons vraiment et vivement que ce ne sera pas la dernière. Nous espérons avoir l'occasion de vous inviter pour d'autres activités journalistiques. Merci encore une fois pour avoir accepté d'y participer. Nous aurions bien aimé avoir aussi M. Johan avec nous, mais il avait un agenda très strict. Il est parti, il a notifié dans la boîte du chat. Merci encore une fois à vous et je vous souhaite une bonne fin Merci. de journée, une belle fin de soirée. Et merci également aussi à tous ces participants qui nous ont suivis, que ce soit via Zoom ou ceux qui nous ont suivis dans notre groupe privé sur Facebook. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle session, un nouveau webinaire. Et d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Kossi, et c'était aussi un honneur pour moi de participer. Merci.